Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en salle de trading, bienvenue sur DailyFX, émission Wall Street Insider. Bienvenue Vincent Gann pour vous accompagner cet après-midi. Vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal. Maintenant je vais zoomer légèrement donc, sur cette figure qui finalement influence depuis la fin de semaine dernière avec une résolution baissière qui a eu lieu aujourd'hui. Cette figure donc en biseau, ascendant, wedge, sur l'ensemble des marchés actions, l'ensemble des grands indices, qu'il s'agisse des indices européens ou des marchés actions américains. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir d'une part sur ce qui s'est passé sur ces marchés actions depuis cette séance du 16 octobre, qui correspondait en fait à un point bas, en tout cas au point de départ d'une phase de rebond technique, retracement, et finalement cette phase de retracement elle a pu paraître assez forte, assez violente, alors qu'en réalité le marché a retracé en Europe 50%. Et lorsqu'on a l'habitude d'utiliser les ratios de retracement de Fibonacci, on apprend que le ratio de 50% c'est le ratio standard. Et c'est donc finalement lui qui bloque la hausse dans ce marché de rebond technique, après ce choc baissier extrêmement violent qui avait eu lieu entre le 19 septembre et le 16 octobre sur les actions européennes. À Wall Street, le rebond est beaucoup plus puissant, c'est un marché qui évolue dans une autre dimension, avec des retracements à hauteur de 70%. On fera donc le point sur ces marchés actions européens, qu'est-ce qu'on peut viser cette semaine sur les principaux indices, DAX, CAC 40, Eurostoxx 50, sur les marchés actions US, S&P 500, Dow Jones, qui reste pour l'instant tout à fait résilient. On parlera de la paire USD-Yen qui a probablement déjà donné un signal, en tout cas un pré-signal de cassure. Nous verrons que depuis ce matin, la vente de l'USDN était intéressante. Je vous parlerai aussi du dollar australien avec des stratégies d'achat intéressantes qui étaient à mettre en place ce matin sur l'euro AUD ou encore le GBP AUD. Alors vous aviez des idées de trading qui étaient dans la section avis d'analyste. On parlera bien sûr des pétroles et puis d'autres paires de devises alternatives comme l'USD-CAD, le NZD-Yen, le GBP-NZD, l'euro GBP, etc. Sur lesquels donc je vous proposerai mon point de vue. Et bien sûr, je vous invite donc à laisser traîner dans le chat que je n'ai pas lancé d'ailleurs, et je vais donc m'empresser de le faire, vos questions et commentaires. Donc, je vais le chercher immédiatement. Je vais vous ouvrir le commentaire, ça vous allez pouvoir laisser vos questions, et ce sera peut-être plus pratique. Alors, j'espère que vous m'entendez depuis 5 minutes, sinon je parle dans le vide. Par contre, j'ai oublié de lancer le chat. Donc, vous voyez, c'est comme ça que l'on fonctionne en utilisant ce logiciel qui nous permet donc d'accéder à vos commentaires. Je vais simplement lancer l'émission, nous sommes le 27 octobre, voici. Donc normalement, d'ici quelques secondes, vous allez pouvoir laisser... Voilà, je pense que là j'ai dû ouvrir la file commentaire. Alors un certain nombre de papiers sont disponibles sur le site, je vous invite à en prendre connaissance. Alors, voilà, donc bonjour à toutes et à tous, allez-y, voilà, laissez traîner vos commentaires, Thierry, THB, bonjour, donc voilà, je vois tous vos commentaires, c'est parfait. Alors on commence par les indices, puisque je pense que c'est au fond là aujourd'hui ce qui nous intéresse, et ensuite nous parlerons, nous envisageons des stratégies sur le FX. Alors, les indices boursiers, je viens de vous expliquer l'histoire, toute une histoire de retracement en fait, je vais vous montrer ici quelque chose d'assez pur, c'est l'indice Eurostoxx 50, en clair, comment voir les choses, une jambe de baisse ici, entre le 19 septembre et le 16 octobre, un retracement. Alors au final, lorsqu'on prend du recul, ça n'a rien d'extrêmement violent finalement. On s'est repris au sein d'une structure d'essoufflement qui s'appelle le biseau ascendant, qui par nature est une structure difficile à trader, puisqu'elle ne se compose pas de niveaux horizontaux, mais au contraire de lignes obliques comme ça, qui tendent l'une vers l'autre. Et donc ce ratio de retracement, ce qui m'intéresse, c'est que ce 50% bloque la reprise, même sur la base d'une clôture 4 heures. Ici, sur l'indice Eurostoxx 50, mais c'est encore quelque chose qui est parfaitement vrai ici sur le DAX, avec un 50% de retracement à 9121 points, et donc la résolution baissière ici de cette pattern, et nous avons exactement la même configuration sur l'indice CAC 40 qui bloque aussi pile poil sous le ratio de retracement de 50% à 4147 points, et qui sort donc par le bas de cette structure d'essoufflement. Autre élément qui m'intéresse dans l'approche peut-être intermarché, c'est le parallèle que nous pouvons faire avec la configuration technique de la paire de devises USD-Yen, avec une divergence baissière standard bien visible ici en données 4 heures, sur les semaines marché du 23 octobre ici et du 26 octobre, un pré-signal ici de cassure sur l'indicateur technique RSI qui me permettait ce matin de vous dire deux choses. La première, c'est que le marché allait rejoindre la partie basse du canal, et le support horizontal ici à 107,50, avait donc une possibilité de vente ce matin
en mettant un stop de protection au-dessus ici des 108,35. Mais maintenant, je pense que ce support ici à 107,50 est menacé. En clair, qu'il finira par céder. Et donc une jambe de baisse, une reprise. Alors, je vais d'ailleurs essayer de regarder ce que nous avons retracé. Et ce marché a retracé 61,8. Alors, nous avons ici sur la paire USD-Yen un retracement là aussi standard, mais peut-être plus proche de ce que vous ont proposé en amplitude, eh bien, les marchés actions US. En clair, nous avons eu une dizaine de séances, une dizaine de jours de rebond technique, dans le cadre, non pas d'un marché de pullback, parce que finalement le marché n'a pas stoppé sur des niveaux horizontaux, mais davantage un marché de retracement. Donc, un rebond technique qui s'est déployé en amplitude relative à certains pourcentages de la précédente jambe de baisse. Qu'il s'agisse des indices européens, de l'USD-Yen, ici, que j'invite à vendre sous résistance désormais. Bon, la première maintenant se situant ici à 107,90, 107,95, en anticipation de la cassure de ce support ici à 107,50. Voilà donc ce que je pense ici sur ces marchés actions. Et en clair, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, le pullback, alors je vous ai montré la résolution d'une figure. Je vous ai montré hier comment ça... Lorsqu'on sort d'une figure comme ça, on peut s'attendre, là aussi, à revenir un peu tester le point de décrochage. Alors sur le DAX, revenir tester le point de décrochage, ce serait revenir tester les 8980. 8980. Alors après, forcément, est-ce que le marché peut aller les rechercher? En tout cas, désormais, et selon ma lecture, tant que le marché se maintient bien sous les points de décrochage ici, que nous avons ici par exemple sur le DAX, eh bien je pense qu'on peut aller chercher des niveaux de support qui sont un peu en deçà du niveau des cours. Alors là on a déjà une première réaction sur ce niveau qui est important sur le DAX à 8817, mais je pense somme toute que le marché finira par le casser pour rejoindre le prochain ici qui se trouve à 8681. Et donc pour chercher une vente avec un point sympathique, si vous n'y êtes pas, vous y êtes peut-être déjà, puisque nous avions proposé une vente agressive des 9000 points. Alors si vous êtes dans la vente agressive des 9000 points, je pense que vous pouvez désormais rabaisser votre stop de protection eh bien, au cours d'entrée, tout simplement. Alors, on a exactement le même type de configuration sur le CAC 40, l'Eurostoxx 50 ou encore le DAX. Maintenant, qu'en est-il des marchés actions US? Les marchés actions US sont beaucoup plus résilients. Moi, ce qui m'intéresse sur le marché actions US, c'est que nous avons eu donc ici cette jambe de baisse entre 2020 points et 1820 points, 200 points. Bon, on a fait un beau retracement et en réalité il y avait un niveau horizontal qui était assez propre ici sur l'indice S&P 500, un niveau horizontal qui se situe à 1973 points. Alors 1973 points, c'est un gros niveau. D'autre part, je vous rappelle qu'ici passe l'ancienne ligne de tendance haussière en place depuis 2011. Alors en réalité, c'est cette ligne de tendance haussière. Alors ce n'est pas celle-ci, voilà. C'est celle que l'on peut tracer en fait ici, depuis novembre 2012. Et là, en réalité, ça fait simplement eh bien, 1973 points, un simple pullback sur cette ex-ligne de tendance haussière, bien visible en données journalières. Donc on comprend que cette zone ici, 1973-1975, est une zone importante, notamment sur l'horizon de temps journalier. En données 4 heures, bon, le marché action va ouvrir là aux États-Unis, mais je pense que nous n'avons pas forcément les mêmes structures d'essoufflement qu'en Europe, mais nous avons cependant cette petite pattern ici sur le SP500. Je pense que les cours en sont sortis par le bas, donc finalement sous 1973. Je pense qu'on a un scénario quand même tout à fait envisageable de retour ici en direction du support à 1930 points, 1930-1925. Par contre, je surveille énormément ici sur l'indicateur technique RSI, et bien ce range qu'on construit ici, le SP500, il y a une forme de divergence qui permettait d'ailleurs de voir venir la sortie par le bas de cette petite compression qui est somme toute assez minuscule. Mais en tout cas, voilà ce que je surveille ici sur le SPX. Si le momentum sort par le bas de ce range, et bien là clairement il y a un risque d'une part de retour à 1925, mais même de cassure de ce support. Donc au fond, je pense que le SP500 des deux indices US, le dos, eh bien je pense qu'il est plus propre en fait. Alors après on a exactement aussi le même type de configuration sur le Dow Jones, mais pourquoi ce marché me plaît moins? Eh bien parce que le niveau horizontal que je trouve propre passe un peu au-dessus du niveau actuel des cours, 16 927. C'est un niveau qu'on avait ici malmené. Bref, j'ai donc une préférence assez nette pour l'indice S&P 500 sous ces 1973 points. Alors, bon voilà pour les indices, je pense que là je vous ai bien refait l'histoire. N'oubliez pas aussi l'USD Yen avec un graphique H4 particulièrement propre.
Il y avait ce matin de nombreuses choses qui permettaient de voir au fond que le marché ne réagissait pas de manière hyper positive au résultat de ces tests de résistance, notamment le fait que les valeurs cycliques industrielles et bien sûr bancaires, puisque certaines banques italiennes sont suspendues, après avoir perdu entre 15 et 20%, bon, la plupart des grosses banques perdent que 3 à 4%, finalement c'est comme dans le CAC 40, mais finalement ces titres n'étaient pas achetés, et au contraire, Danone, Pernod Ricard, LVMH, Essilor, bref, l'alimentation, la santé, c'était des secteurs qui étaient déjà fermement achetés dès l'ouverture, donc il y avait déjà un positionnement averse au risque, je dirais, dès l'ouverture en Europe. Voilà pour les indices, vous avez compris que tous ces marchés sont alignés dans la même direction et qu'on a une analyse technique qui est assez limpide. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres marchés, d'autres paires de devises qui m'intéressent, et notamment ce matin, en fait c'est quelque chose que je vous propose depuis la semaine dernière, et bien l'existence d'un canal à faible pente sur l'euro AUD. Un canal à faible pente qui est testé en fait depuis le 22 octobre aux alentours des 1,4370, et ce matin on a fait une ultime mèche basse dessus ici à 1,4385. Quelque chose se prépare d'extrêmement, je pense, favorable ici sur l'euro AUD. On avait dans l'esprit ici une divergence haussière 4 heures, et d'autre part l'OSI Index, donc qui lui reflète la tendance générale du dollar australien, semble proposer une divergence baissière cachée. En clair, je m'intéresse aux achats de l'euro AUD au-dessus ici de ces 1,43. C'était ce matin qu'il fallait y aller. Clairement, nous étions ici en fin de matinée, lorsque le marché est venu faire sa mèche basse ici sur 1,4385. C'était juste parfait. Maintenant, il faut confirmer. On a cette oblique ici de résistance qu'il faut franchir. Mais si c'est le cas, ça ne me surprendrait pas qu'on revienne chercher un 45,30, un 45,35. Voire même un 46. Mais en tout cas, voilà. Vous avez ici une compression intéressante à surveiller. Reste que forcément, peut-être que les plus prudents d'entre vous voudront attendre au moins une précassure sur le momentum, car il est vrai, nous n'avons pas de cassure ici sur le momentum. Mais en tout cas, voilà, quelque chose ici qui m'intéresse. J'ai une configuration qui est encore plus attractive. Le timing n'était pas forcément existant ce matin, mais cependant, lorsque j'étudie encore l'analyse ici en données 4 heures du GBP AUD, et bien là on voit qu'on a une belle réaction à proximité de cette ligne de tendance haussière en place depuis le 16 septembre 2014. Elle correspond à peu près à la partie basse de ce canal à faible pente sur l'euro AUD. Et donc on a une réaction sympathique, et là si l'euro AUD va chercher ses 1,45, le GBP AUD ira tranquillement chercher les 1,8440. Donc on a, et d'ailleurs c'est pour ça que de toutes les paires en doll, finalement, je dirais que là, la UD-USD est peut-être celle qui présente le mouvement le moins sympathique, à la différence de GBP-USD ou d'Euro-USD, ou encore de NZD-USD qui revient chercher le point de décrochage de la semaine dernière. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, comment étudier la tendance générale du dollar US? Je vais utiliser l'USD-CHF. L'USD-CHF recule, il consolide, et je pense que là, il n'existe pas de timing pour se positionner. Pas tout de suite. Sur l'USD-CHF, je m'intéresse non pas à ce niveau horizontal, mais alors, ici déjà dans un premier temps à cette ligne de tendance, alors qui passe davantage vers les 0,94 40. Enfin bref, tout ça pour dire que l'USD-CHF devrait encore se replier légèrement. Donc je surveille un certain nombre de choses, notamment l'indicateur qui retombe ici sur cette ancienne ligne de tendance, mais il y a encore un potentiel de repli supplémentaire, donc forcément on a quelque chose qui se développe d'intéressant là aussi sur l'euro-dollar, qui bien je pense revient chercher cette ancienne ligne de tendance qui avait été brisée le 22 octobre, et maintenant en fait qui passe à proximité des 1,2750, 1,2760. Donc après c'est pas non plus hyper beau, mais au fond tant que l'eurodoll, tant que le momentum ici de l'eurodoll en données 4 heures tient cette ligne de tendance, et bien je pense en effet que ce marché peut revenir chercher. Alors ce niveau là horizontal je l'ignore complètement. Moi ce qui m'intéresse c'est de revenir chercher cette ancienne oblique, et puis donc ce niveau ici des 1,2750. Je vous ai montré une ligne sur l'USD-CHF, alors une ligne de soutien qui passe en fait assez nettement en deçà du niveau actuel des cours, plutôt vers 0,94. Et bien en fait sur l'eurodoll ça correspond à ça.
à cette oblique de résistance ici, que le marché serait bien fichu d'aller chercher. Et donc elle passe sur les 27, même 75. Donc voilà, il y a aujourd'hui, et ça va durer je pense, une dynamique favorable ici. En fait, une dynamique qui est défavorable au dollar US, qu'on voit bien sur l'USD-CHF, qu'on retrouve sur l'euro-dollar, qu'on retrouve, et alors là, on a quand même tous ici beaucoup insisté dessus vendredi sur le GBP-USD, avec une stratégie d'achat au-dessus ici des 1,60. C'était compliqué, ça a pris du temps. Là aussi, le RSI était précurseur, puisqu'il avait donné le signal bien avant la cassure sur les prix, comme d'habitude. Et je trouve que cet indicateur est de plus en plus efficace lorsqu'on sait bien le travailler de manière technique. Maintenant, le GBP-USD revient tester cette oblique de tendance baissière en place depuis le 15 juillet 2014. Alors, je ne la vendrai pas, franchement pas. Il y avait une vente qu'on vous a proposée ici à 1,6180. Je pense qu'on l'a accompagnée de toutes parts cette paire. On vous a fait ici acheter un 59, vendre un 61,80, vous a fait acheter un 60. Eh bien, je pense que là, il faut rester dans ce trend. On peut aller chercher déjà rapidement. Alors là on voit qu'on la teste cette oblique. Mais j'ai rien là qui me dit qu'elle va bloquer les cours. Donc je pense qu'on va revenir assez vite, d'une part chercher ces points hauts ici du 21 octobre, mais potentiellement quelque chose de plus intéressant. Et puis revenir en fait chercher ici, c'est un 62,20, voire même ici c'est les 1,63, voire un 63,50. Donc là il n'y a aucun timing pour acheter, c'était vendredi et uniquement vendredi. C'est hors de question d'y aller maintenant, mais juste hors de question. C'est-à-dire que sur le FX, étant donné que c'est un marché effet de levier, il y a bien sûr la direction générale, ce vers quoi on tend, mais sans timing, c'est juste mort. Vous savez juste pas où mettre le stop, ou le stop sera mal mis, vous allez vous faire sortir alors que vous allez être dans le bon sens du marché. Donc voilà pour l'eurodoll, le GBP-USD, l'USD-Yen, l'USD-CHF. Bon, je pense que là on a des choses assez claires qui se mettent en place. Maintenant, le yen est acheté à nouveau depuis ce matin. L'USD-Yen en est une forme de baromètre assez efficace. Il y a une autre paire de devises que je surveille, c'est le NZD-Yen. Alors, c'est moins impulsif, je vous l'accorde, mais en données 4 heures, moi j'ai cette oblique ici qui couvre les cours. J'ai cette ligne de tendance en place depuis le 23 octobre, dont l'équivalent est déjà cassé ici sur le RSI. Ce qui me fait penser finalement qu'elle finira par céder celle-là aussi. Alors, il y a une décision de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande mercredi soir à 22 h. Je vous rappelle qu'avec le décalage horaire, eh bien, Wall Street a ouvert aujourd'hui à 14h30, donc beaucoup de statistiques sont décalées. Mais voilà, moi je pense que le NZD Yen, s'il revient chercher, s'il retente un test des 85-10, 95-20, enfin vous voyez cette oblique de tendance là, honnêtement, moi je mets un ticket. Mais en tout cas, voilà plus ou moins les stratégies que je surveille. L'euro AUD, on a une compression, là il va falloir vraiment la surveiller de très près. Si le marché revient tester à nouveau la partie basse ici, je pense qu'on peut tenter, mais admettons que c'était vraiment ce matin. Alors maintenant l'USD CAD, alors là forcément on voit que le doll est sous pression, cependant un 12 dollars est toujours un niveau qui me semble intéressant. Mais aujourd'hui on a quand même un manque d'entrain en ce qui concerne le dollar US. L'euro GBP. Alors l'euro GBP, j'ai tweeté ce matin 0,7870 présente un intérêt à l'achat. Et puis le marché a fait sa petite mèche, et puis là il revient. Un certain nombre de choses m'intéressent. Pourquoi? Parce que 0,7870 c'est 61,8% de retracement de tout ce mouvement en fait. 0,7873. Une espèce de compression à plat. Entre ce niveau horizontal et cette oblique, j'adore ça, qu'on a des compressions. J'ai du mal à lire le RSI, mais en tout cas c'est ce niveau horizontal qui tient depuis ce matin. Mais autant vous dire que ça ne vaut pas ce que valait ce matin l'opportunité de l'euro AUD. Et puis, eh bien, je pense que c'est tout. Et non, ce n'est pas tout. Dernière chose à vous dire sur l'AUD USD. Alors, j'aime l'euro AUD, j'aime le GBP AUD. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'AUD USD n'a pas aujourd'hui le même momentum que vous avez sur l'euro dollar ou encore le GBP USD, parce que l'AUD est aujourd'hui vendu face aux devises européennes. Il est vendu face aux devises européennes.
Euh, cependant, la UD-USD c'est compliqué, on en a parlé un peu dans tous les sens, diamant, triangle, bref. Alors aujourd'hui, lorsque je regarde, on peut avoir l'impression en effet que c'est un simple pullback sur cette ancienne oblique. Mais j'ai l'impression que c'est juste un range, quelque chose de flat, sous 0,8832, enfin. Si je devais aller sur une paire en doll, clairement depuis vendredi, c'est le GBP en numéro 1, puis l'euro-doll. Et si je devais aller sur une paire en AUD, c'était l'euro AUD et le GBP AUD. Donc forcément, celle-ci eh bien, est un peu mise de côté dans, je dirais, les choix, les paires de devises favorites, quoi. Le pétrole. Les pétroles. Alors les pétroles sont intéressants. Pourquoi? Parce que nous avons sur ces deux marchés, après une vague de baisse intéressante, des flats. Je vais simplement vous parler moi du WTI. Il y a un support majeur qui existe à 77,26$. Et là on fait une espèce de flat entre 79 et 76. Ça ressemble à un triangle rectangle descendant. Je pense que dès lors que le marché proposera une clôture 4 heures sous ce niveau horizontal, on peut aller chercher 77,26. Et ce qui me paraîtrait être une bonne stratégie serait de laisser traîner un ordre d'achat limite sur 77,26. Alors je ne sais pas si ce sera un creux de marché de moyen terme, mais j'appliquerai simplement le principe du premier test. C'est un niveau important, 77,25, 30 dollars. Je pense que le premier test, la toute première touchette, elle va faire réagir le marché. Donc là c'est ce que je surveille. Et bon, pour l'instant, on tient ces 79-76, ça veut pas casser, donc on est toujours dans cette espèce de range. On a quelque chose d'assez proche sur le Yucca Oil, plus ou moins une config triangulaire. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas, c'est pas là vraiment que se fait le mouvement, je trouve. Alors voilà, alors ah oui, et puis bien sûr, alors il y en a une, j'espère ne pas la louper, c'est le NZD USD. Le NZD USD, moi j'ai le sentiment en fait qu'on a été en fait je regarde surtout le kiwi, et j'ai l'impression que le kiwi est sorti par le bas d'un biseau, donc j'essaie de vendre les rebonds. Je surveille pas mal de choses. Alors, d'une part ici sur le RSI du NZD USD, j'avais ce pré-signal qui me permettait dès les 0,79 d'anticiper cette jambe de baisse. Maintenant on a le niveau de pullback ici, et là j'ai une ligne de tendance qui accompagne le momentum. Donc là on arrive dans une zone qui m'intéresse, et en même temps ici sur le NZD USD j'ai cette ligne de tendance. Tant qu'elle n'est pas cassée ici sur le RSI, j'anticipe pas la cassure sur les prix. C'est pour ça que je surveille ça avec attention. Idéalement j'aimerais bien pouvoir l'intercepter sur 0,7975 qui serait le pullback en fait, 0,7975. Mais on voit que la paire de devises a du mal à y aller. En tout cas, moi c'est le niveau que je surveille pour une intervention vendeuse. Confirmation, si confirmation doit y avoir, sera donnée par la cassure de cette oblique, ici, en place depuis le 23 octobre. Alors, voilà, c'est plus ou moins ce que je pense sur ces marchés. Sur quoi n'ai-je pas donné mon opinion encore? Et bien sûr, l'or et l'argent, mais je n'ai pas changé d'avis depuis vendredi dernier, donc voilà, c'est tout simple. Maintenant je réponds à vos questions, et oui, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors, ouais, il y a un peu moins de vie. Donc en effet, le marché américain ouvre à 14h30, alors ça va durer une semaine. Pendant une semaine, le marché US ouvre à 14h30 et toutes les statistiques sont décalées d'ailleurs. C'est pourquoi le FOMC, enfin le compte rendu du FOMC aura lieu à 19h. Alors d'ailleurs, si j'en crois le site de la Réserve fédérale des États-Unis, il n'y aura pas de conférence de presse. En tout cas là c'est pas prévu, étant donné qu'il y a eu une conférence de presse le 17 septembre. Normalement il n'y a pas de conférence de presse le 29 octobre. Cependant il y aura un compte rendu, un statement là. Et donc ce document va probablement dire que la valeur des achats d'actifs passe de 15 milliards à 5 milliards, normalement hein, et donc tomber à zéro en fait le 17 décembre.
Et c'est probablement la réunion du 17 décembre qui sera la plus importante. À voir en fonction de ce qui sera annoncé le 29. En tout cas, retenez que mercredi, c'est le compte-rendu de l'avant-dernière réunion de l'année du FOMC, hein, le comité qui décide de la politique monétaire de la Fed. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à savoir et c'est le 29 septembre. Mais normalement pas de conférence de presse. Bon, quelque chose qui peut changer, il y a eu de la vol là récemment sur les marchés, ça peut changer un peu la nature du planning, de ce qui est prévu, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, Daniel 167. Alors sur les indices européens, votre question, on va prendre le DAX par exemple, est de savoir où intervenir. Alors il y a plusieurs façons. Soit vous avez votre propre expertise au niveau des points, parce que forcément c'est ce qui est le plus compliqué à trouver. Soit vous faites confiance à ce qu'on peut vous dire. Et donc nous vous avons proposé vendredi matin, c'est ça, vendredi matin je crois. Oui c'était ça. Une vente agressive des 9000 points. Donc ça n'a pas changé, 9000 points. Alors maintenant si vous n'y êtes pas, quel pourrait être un point sympathique? Écoutez, j'ai envie de dire le point de décrochage de ce matin, quoi. Donc là je vois 8980, quoi. 8980. Si le marché retourne. Je ne sais pas, visiteur pour le Canada, si on change de... Enfin, comment ça se passe, je n'en ai pas la moindre idée. Alors, Eurocad, Euro-Yen. Ok, donc je vous ai parlé de l'euro AUD, de l'euro GBP, de l'euro doll. Vous souhaitez Eurocad et Euro-Yen. Alors, déjà, je ne pense pas avoir de chart intraday de près. Ça fait pas partie des paires de devises que je suis là cette semaine, mais on va quand même aller les regarder. Allez, je vais vous proposer un suivi un peu improvisé. Et on regarde ensuite l'euro CHF. Donc voilà, euro-yen, euro-cad et euro CHF. En tout cas, je vois que y a une diversité d'instruments, de paires de devises sur laquelle vers lesquels vous vous tournez. Après, c'est vrai, hein, lorsqu'on regarde la grille des spreads, tout de suite, ça ouvre un peu l'horizon Forex. Puisque même ces paires de devises, eh bien, elles ont des spreads quand même vraiment réduits. Donc là, on retrouve un peu ce qui me plaît, moi, sur l'euro AUD. Vous voyez cette ligne de tendance, cette espèce de bas de canal à faible pente qui me plaît. Alors l'euro-cad et l'euro-yen, est-ce que je les ai encore? Alors j'ai un chart ici de l'euro-yen, mais pas travaillé depuis très longtemps. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un point qui est en préparation sur le site, justement concernant ces paires en yen. Honnêtement, je préfère ne rien vous dire plutôt que vous dire des bêtises. Je ne l'ai pas regardé depuis au moins une semaine, cette paire. Donc il faut que je retire tout et que je me replonge dessus. Mais bon, ça va arriver sur le site dans l'après-midi, donc un point complet sur ces paires en yen. L'Eurocad. Alors, je dois la voir ici. Hop. Alors. Voilà, c'est pareil. Il faudrait que je prendrai le temps de les reprendre. Je vous proposerai un point sur ces deux paires de devises via Twitter. Donc allez dans la file Real Time News. Mais il faut le temps que je les reprenne. J'ai vraiment pas de graphique à jour dessus. Donc bonjour Betty Boy, en effet, donc au Canada vous changez d'heure au même temps qu'aux États-Unis, donc c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'agenda des statistiques canadiennes heure de Paris. Il y a donc un décalage qui va durer une semaine. Et pour vous répondre, je pense que l'Eurocad ça s'aligne plus ou moins là sur l'euro AUD, on voit qu'il y a un attrait quoi. Alors, donc ici à Québec, Madani, vous changez d'heure, donc comme aux États-Unis, ok. Alors, aucune idée, Gérald, pour cette question sur le spread de l'once d'or, aucune idée. Alors, et la moyenne mobile à 200 en H4 sur le GBP USD. Alors, GBP USD, il teste la pile poil, hein, cette ligne de tendance baissière en place depuis le 15 juillet 2014. Cependant,
j'ai pas suffisamment, je dirais, d'éléments là pour considérer que ça va être un top important. Alors, je vais afficher justement cette moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, voir ce que cela donne. Et elle est en effet intéressante. Donc, je vous invite à ajouter la moyenne mobile à 200 périodes sur votre graphique en données 4 heures. Moyenne mobile qui est intéressante parce qu'elle couvre les cours depuis un certain temps. Là, elle va attraper le point haut le 19 septembre. Elle a attrapé le point haut le 21 octobre. Elle est plate maintenant. Le marché peut aller la chercher. Et je pense qu'en effet, pour la suite des événements, ce sera intéressant de voir si on la franchit. Ou si eh bien, elle bloque à nouveau la reprise. À partir de quand le RSI on confirme la cassure? Alors, il n'y a pas de niveau absolu, hein, c'est vraiment chartiste. Mais disons que moi j'utilise, ça dépend en fait de quelle charte, sur quelle charte vous êtes. Mais si par exemple vous surveillez un niveau de support sur les prix en données 4 heures, et que vous avez le même sur le RSI en données 4 heures, qui a une cassure en données 4 heures, on peut partir du principe que ce sera précurseur de ce qui peut se passer sur les prix. C'est ce qui s'était passé la semaine dernière sur l'USD-CHF ou l'euro-dollar en début de semaine. Hein. Ou encore le GBP-USD, c'est le meilleur exemple au fond que je peux vous citer, c'est le cas du GBP-USD. Regardez, si je suis en données 4 heures, j'avais une résistance sur les prix et une résistance sur le momentum, la même. J'ai une cassure sur le momentum, ici. Donc les prix se trouvent à ce moment-là à 1,6035, toujours couvert par l'oblique de résistance. Mais en gros, ce que vous dit, ce qu'on peut considérer ici comme un pré-signal, c'est que si elle est franchie sur le momentum, elle le sera bientôt sur les prix. C'est ce qui s'était passé sur le GBP-USD et qui permettait en fait de se positionner à l'achat ce vendredi matin pour viser les niveaux actuels au fond. Un nouveau test de cette ligne de tendance en place depuis le 15 juillet 2014. Alors une question Led Zeppelin sur le CAC, je ne vous propose pas d'achat sur l'indice CAC 40, je dirais plutôt eu égard à mes graphiques de long terme en fait. Finalement je m'intéresse qu'au niveau de résistance sur ce marché. Et non, Daniel 167 sur le CAC, moi en m'appuyant sur ce chart H4, alors, je vais essayer de vous aider. Donc on a ce niveau-là. L'idée c'est que maintenant on serait rentré dans une phase de pullback après être sorti du biseau. Si je devais maintenant retenter quelque chose, après qu'on soit sorti de cette figure, ce serait 4128, 4125. Ce serait ça, ce qu'on pourrait, ce serait disons, on va revenir tester le signal de ce matin. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut tenter quelque chose. Utiliser le DAX aussi. Hein. Disons que si on a à la fois un DAX au contact par exemple de 8960 et un CAC à 4125, à ce moment-là on peut tenter quelque chose. De rien. Alors la ligne des 50, je vois qu'il y a beaucoup de questions de la façon dont on peut utiliser le RSI, qu'est-ce qui donne un signal, qu'est-ce qui n'en donne pas. On ne peut pas généraliser ce que vous dites, hein. La ligne des 50 ça donne pas un signal, tout dépend en fait de la façon dont on l'utilise. Écoutez, je pense qu'on vous proposera un webinaire dont le thème sera RSI et trading, puisque c'est plus complexe que l'on le croit, la façon dont on doit l'utiliser. On peut à la fois l'utiliser pour juger d'une tendance et peut-être de son affaiblissement, mais on peut aussi l'utiliser dans le sens de la tendance. Il y a plein de façons en fait, c'est difficile de là, en quelques lignes, de vous donner des règles générales de fonctionnement. Qu'il s'agisse du niveau des 50 ou des niveaux extrêmes, etc. Donc on aura l'occasion, je pense, d'en rediscuter. Mais je vois qu'il y a des questions, donc on vous proposera quelque chose. Ok, écoutez, moi je me suis exprimé sur ces marchés-là. Vous avez posé des questions sur l'euro-CAD, l'euro-yen. Je vais me pencher dessus et essayer de voir ce que je peux vous livrer
comme opinion. Je termine par l'euro CHF, puisqu'il y avait une question sur l'euro CHF. Je surveille toujours cette espèce de compression descendante, mais en fait il ne se passe rien. La seule chose que je peux vous dire sur l'euro CHF, c'est toujours d'avoir sur la plateforme un achat limite 1,20.31 en cas de mèche basse pour essayer de l'intercepter. C'est plus ou moins là où la Banque Nationale Suisse peut déclencher des achats. Mais là, depuis maintenant le 16 octobre, il ne se passe plus rien, une espèce de consolidation baissière étrange. Il y avait moi quelque chose qui m'intéressait, c'était cette ligne qui attrapait tous les bas. On voit qu'elle a à nouveau fonctionné quand le marché est venu chercher 1,20.51. Depuis là, il n'y a rien quoi. Il n'y a vraiment rien du tout quoi. On est là-dedans quoi. Donc cette paire est actuellement parfaitement anémique. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de décalage. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, les marchés actions US sont ouverts. Aujourd'hui, il va être important à la fois de surveiller les clôtures en Europe, naturellement, mais surtout Wall Street. Il y a un niveau qui est très important en dessous duquel le S&P 500 peut reverser. J'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais. 1975 points, 1973, 1975, c'est une grosse résistance horizontale. C'est un pullback sur l'ex-ligne de tendance haussière en place depuis 2012. En clair, la reprise technique elle se termine maintenant où ce marché remonte à 2000. En gros c'est ça. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments techniques qui peuvent quand même permettre de dire que 1973 ne sera pas franchi. Après, si c'est le cas, eh bien, c'est que ce marché qui est hyper puissant dans le sens de la hausse, eh bien, retournera chercher ses récents tops. On est de toute façon sur des points d'inflexion. Webinaire tout à l'heure à 18h, soyez présents, le sujet est intéressant. Quant à moi, je vous retrouve demain. Alors méfiez-vous puisque les horaires des points de marché, elles ne sont pas modifiées cette semaine. On maintient 15h15, sauf mercredi à 18h45 pour le FOMC et jeudi à 13h15 pour la première estimation de la croissance économique aux États-Unis au troisième trimestre. Et autant vous dire que ces deux événements sont les plus importants de la semaine. Voilà, merci à tous et à demain.